invité en plateau, Rudy Ricciotti. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, Vous bonjour. êtes architecte, lauréat du Grand Prix national de l'architecture en 2006, créateur notamment du MUSEM à Marseille. Et vous avez écrit ce livre qui vient de sortir, L'exil de la beauté aux éditions textuelles. On a vécu des scènes surréalistes hier soir. Ah oui, c'est tout aussi surréaliste, cet effondrement de la flèche de Viollet-le-Duc, que l'effondrement du World Trade Center, avec le drame humain en moins, Mm. évidemment. Qu'est-ce qui a fait la légende de Notre-Dame de Paris sa grandeur, l'architecture? Mais évidemment, c'est le caractère gothique, mais au-delà, c'est la superposition des périodes et la superposition des événements esthétiques. Mm. La liberté, c'est un chef-d'œuvre de liberté, jusqu'à Viollet-le-Duc. Voilà, Mm. ça c'est une chose qu'il faut dire immédiatement, mais aussi c'est les événements. Il faut quand même se rappeler que De Gaulle a fait jouer la Marseillaise à la Libération. Et que les cloches ont sonné à la Libération. Ouais. Ouais, oui, et puis et Napoléon qui prend la couronne à deux mains, se la met sur la tête, Mm. ça a de la gueule quand même, Mm. non? C'est un trésor, vous le disiez, de l'architecture gothique. Qu'est-ce que c'est pour Ouais, ceux qui ne alors connaissent rien? l'architecture gothique, c'est un exercice extrêmement périlleux dans la finesse, dans le récit constructif, dans la narration du travail des tailleurs de pierre et des maçons. C'est quelque chose d'extrêmement féminin, extrêmement périlleux, hein. Donc ça a permis, cette verticalité architecturale et verticalité religieuse ont permis de faire évoluer les techniques. C'est la notion des arcs-boutants qui apparaissent. Et donc pour prendre les efforts latéraux, mais bon, on va pas faire un cours de technique constructive, je ne suis pas spécialiste de toute façon, mais on pourrait dire aussi que c'est peut-être l'étape préalable à la modernité, c'est-à-dire la réduction consumériste des matériaux employés, contrairement au roman qui lui était dans la masse, d'une puissance métaphorique extraordinaire, dans la croyance en l'immortalité du message chrétien, mais le gothique, c'est d'un seul coup une liberté. C'est une étrange liberté donnée par rapport, envisagée par rapport à la doxa du message religieux. Mais vous le disiez, vous le soulignez, c'est un message religieux. On en oublierait presque que c'est une église. On parle beaucoup de monuments, en fait, Notre-Dame de Paris. Oui, 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 c'est exact. D'ailleurs, je regrette que très peu de commentaires j'allais dire des gens de culture, des sachants, osent dire aussi que c'est une perte pour la mémoire chrétienne. Mm. C'est pas grave, quoi. C'est pas être contaminé par une amnésie, ou plutôt salé, de ne pas le dire. La charpente, Ouais. elle a été endommagée aux deux tiers. Je ne sais pas si on a des images. 1300 chênes, plus de 21 hectares de forêt. Elle était unique en son genre. Bah, écoutez, à la date de Viollet-le-Duc, la charpente, en tout cas de la flèche, l'autre partie est beaucoup plus ancienne. Évidemment, c'est du bois, donc un matériau qui peut durer, mais en l'occurrence, il n'a pas duré longtemps avec cet Ouais. incendie colossal. Il faut essayer de positiver ce désastre. C'est difficile, mais je crois qu'on ne peut pas non plus être uniquement dans l'armoiement victimiste. Il faut dire qu'est-ce que ça peut apporter comme contribution à la société des bâtisseurs. Quand je dis la société des bâtisseurs, je pense notamment à tous ces acteurs, ces artisans inconnus qui ont un savoir-faire dans les monuments historiques d'exception. Et là, ça sera l'occasion pour eux de montrer à nouveau leur génie et leur récit constructif. L'histoire ne s'arrête pas. Mais la reconstruction à l'identique de la charpente, je parle de la charpente en bois, c'est possible aujourd'hui au XXIe Et siècle? non seulement c'est possible, mais il faut que ce soit comme ça. Il faut, ça sera accompagné de mesures de sécurité, évidemment, avec des testeurs, des palpeurs, pour éviter que des incendies se déclarent. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est le débat qui va avoir lieu, extrêmement périlleux maintenant, sur la reconstruction de la flèche. Viollet-le-Duc, qui quand même n'est pas en odeur de sainteté dans le milieu des historiens, qui sont tous dans une espèce d'orthodoxie canonique, parce que Viollet-le-Duc était assez décontracté. C'était un allumé quand même, Viollet-le-Duc, hein. Quand il fait la flèche, il y va plein pot. Les gargouilles, il dessine, il fait réaliser des gargouilles qui sont presque une vision métaphorique de BD. Et vous savez, Viollet-le-Duc, c'est quand même ce personnage qui voulait rectifier le Mont Blanc. Il avait un projet de rectification du Mont Blanc. Ah oui, d'accord. Oui, et quand il tombe dans une crevasse, il tombe dans une crevasse, vous voyez, dans les glaciers. Il ne s'inquiète pas, il sent son calepin, et puis il dessine la faille de la crevasse depuis le trou. Bon, ça c'est pas fait en tout cas. Non, non, mais lui, il est tombé dans la crevasse. Mais il faut réhabiliter aujourd'hui Viollet-le-Duc. Alors, ça va être un grand sujet immédiat qui va nous arriver. C'est effectivement, faut-il réhabiliter Viollet-le-Duc ou pas? Donc, ça va être un débat volcanique. Vous pensez qu'il le faut, bien sûr. Ah, moi, je suis très pro Viollet-le-Duc parce qu'il a une complexité du raisonnement. Il est totalement impur. Et on ne peut pas reprocher à Viollet-le-Duc de ne pas être un porteur du témoignage chrétien des églises, quand même. Non, c'est un-
Est-ce que vous voyez, la reconstruction, très fidèle à ce qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris ou est-ce qu'on peut, se permettre, d'être un peu plus contemporain? Non, je pense que la construction doit être très fidèle. Le débat sera dans la structure cachée, de la flèche. Mmh. Voilà, je crois qu'on a là, on est face à un piège, on est dos au mur. S'agira-t-il d'être dans la restitution de la lecture stricte, de ce qu'il y avait avant ou faudra-t-il prendre un peu plus de liberté et faire travailler des mathématiciens, des ingénieurs de haut niveau pour aller bien au-delà? C'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Mais du point de vue de la facture architecturale, il n'est pas question de prendre en otage Notre-Dame de Paris. Bon, on nous annonce, des dons, qui affluent, de partout, de grandes fortunes françaises, des grandes entreprises. Total pour l'instant de 600 millions d'euros. C'est énorme. Non, mais c'est gigantesque. Le chantier ne coûtera pas cette somme-là. Mmh. Je ne peux pas annoncer de chiffres, mais c'est très bien que cet argent soit conservé par les services de l'État pour le redistribuer dans le financement du patrimoine en péril. Voilà. Une idée de la durée de la reconstruction? Certains parlent de 3 ans, d'autres 40, 50 ans. Non, je pense que les études, c'est 3 ans et le chantier, c'est peut-être 3 à 4 ans aussi. Merci beaucoup Rudy, Ricciotti d'avoir, accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes, lauréat du Grand Prix national de l'architecture en 2006 et vous avez créé le MUSEM à Marseille et vous sortez ce livre, L'exil de la beauté, aux éditions Textuelles. Merci à vous. Merci. Je vous le disais